Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est vendredi le 18 avril 2025, il est 10h quasiment en France et 17h quasiment au Japon. Et c'est parti pour un nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture et politique préférée des principautés frontalières, à l'exception de toutes les autres. Matinale durant laquelle, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, on va faire de la curation de l'actualité pop culture de ces 2 dernières semaines sur fond de bande originale d'animé. Soft Power donc pour une émission intitulée très sobrement pour cette 75e, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, puisque cette semaine on reprendra notre vaisseau spatial direction la planète Tau Ceti 4, lieu des nombreux affrontements de Marathon, le nouveau grand projet vidéoludique du célèbre studio de développement Bungie. Marathon, un jeu qui s'est dévoilé en grande pompe la semaine dernière dans un événement en ligne dédié, faisant la part belle à son gameplay, à sa direction artistique, à son lore, tout en travaillant à méticuleusement masquer au passage le grand absent de cette présentation, le modèle économique de Marathon, pourtant central dans cette typologie de jeu. Bizarre, me direz-vous ? Pas tant que ça, et c'est de ça dont on parlera cette semaine dans Soft Power. On restera dans le domaine du jeu vidéo avec la présentation hier soir de Mario Kart World, le 9e opus de la franchise Mario Kart, bien préparé cette fois-ci à battre tous les records de vente possibles sur la nouvelle console de Nintendo, la Nintendo Switch 2. 2 nouveaux items, 2 nouvelles mécaniques de jeu, de nouveaux personnages, un monde ouvert, tout y est et rappelle furieusement un autre grand monde ouvert, le nôtre, notre réalité sociale. On se tentera un petit parallèle, pas piqué des Goombas aujourd'hui, vous verrez ça. On parlera également de ce rapport incontournable rendu par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences sexuelles dans le monde de la culture, un rapport de 313 pages qui tente de comprendre méticuleusement un gigantesque système de prédation qui traverse toutes les industries culturelles du pays. Ce ne sera pas l'édito le plus rigolard que l'émission ait jamais connu, mais il me paraît important qu'on en parle. Mais heureusement, les gens, heureusement, béni soit cette émission, puisqu'on parlera également cette semaine de The Chosen, une série entièrement centrée sur la vie de Jésus, dont les 2 premiers épisodes de la saison 5 ont été projetés en salle en France la semaine dernière et ont absolument tout cartonné. Qu'est-ce que c'est que cette eau changée en pastis ? On parlera de ça et vous verrez que le sujet est bien plus vaste qu'il n'en a l'air. Et puis tranquillement mais sûrement, on glissera vers la rubrique rétro de la semaine avec un petit sujet qui devrait, comme pour la dernière émission, vous surprendre avant de passer aux brèves et aux recommandations de l'émission. Bref, les gens, vous en avez l'habitude. Une émission bien chargée pour cette 75e de Soft Power. Ce pourquoi je vous propose de sauter directement sur la bande-annonce de la semaine, ou plutôt de vous y connecter, puisque pour sereinement aborder celle-ci, il vous faudra vous équiper de votre casque neural, enfiler votre combinaison de lumière et vous préparer à plonger dans le flux. Oh, et dépoussiérer votre vieille console Encom 5X. On sait jamais, la grille le réclamera peut-être. Il y a la motard contrôlée à 193 km/h en direction du nord. Unité 12, bien reçu. On est déjà à sa poursuite. Sois le bienvenu, je suis Castor, fournisseur de toutes sortes de divertissements et autres distractions. À ton service. Ça, les gens, c'est la réplique que vous pouviez entendre alors que Sam Flynn, protagoniste du film Tron l'héritage, incarné par Gareth Hedlund, arrivait dans le club Terminus, un lieu futuriste et excentrique perché au sommet d'une tour. Club Terminus au sein duquel il était précisément accueilli par Castor, incarné par Michael Sheen, l'extravagant propriétaire du club tout droit sorti d'un cabaret cyberpunk. Castor qui se définissait donc lui-même comme fournisseur de toutes sortes de divertissements et autres distractions. Et si vous suivez régulièrement l'émission, vous savez que je ne me suis pas réinfligé par hasard le très moyen Tron l'héritage pour retrouver cette citation, puisque celle-ci prendra tout son sens dans quelques minutes alors que nous plongeons à nouveau dans le cyberespace avec Tron Ares, dont vous venez de voir ou d'entendre la bande-annonce si vous suivez l'émission en podcast. Tron Ares, 3e film de la franchise Tron, initié par Steven Lisberger et son culte Tron précisément de 1982. Tron, film devenu culte avec le temps, un ovni esthétique à mi-chemin entre l'expérimental et le blockbuster à l'époque, pionnier des effets numériques, influençant toute une génération de créateurs et de créatrices, mais aussi très relatif succès au box-office dont le seul statut culte ne lui aura pas permis de se voir affublé d'une suite
tout de suite, puisqu'il aura fallu attendre quasi 30 ans pour voir arriver en salle Tron l'héritage de Joseph Kosinski en 2010. Tron l'héritage, une suite à la bande originale exceptionnelle, mais qui avait fait le pari de troquer la vibrance visuelle, kaléidoscopique du premier film contre la palette monotone et froide d'un appartement style cyberpunk de Malie Kondo, le tout saupoudré de personnages fadouilles et d'une histoire confinant à la foire du trône, si bien est qu'on avait rapidement fini par douter de la pertinence de cet héritier au trône et du fait que ce fameux héritage du trône original aurait pu être autre chose qu'une perpétuation de droits d'auteur. Et alors qu'un troisième film qui devait prendre la suite directe de ce trône, l'héritage Tron Ascension, était en pleine pré-production, Disney avait mis un coup d'arrêt tout de suite au projet, poussé une nouvelle fois par le succès plus que modéré au box-office de Tron l'héritage, mais surtout par le four en salle quelques années plus tard d'un autre film original de science-fiction chez Disney, Tomorrowland de Brad Bird avec George Clooney, un quasi-accident industriel à l'époque qui avait rendu les actionnaires de la société La Souris d'autant moins souriants à l'idée de financer une autre franchise de science-fiction coûteuse sans garantie de succès, si bien qu'en 2017, lorsqu'il a été demandé lors d'une séance de questions-réponses à Joseph Kosinski ce qu'il en était d'un potentiel Tron 3, celui-ci avait souligné que le projet n'était pas abandonné mais qu'il était en cryogénisation aux côtés de Stargate, d'Eragon, de Pacific Rim, de District 10, pourquoi pas. Bref, adieu Tron l'héritage, bienvenue Tron l'ermitage, et ainsi en était-il fini, pensait-on, de la franchise. Sauf que, vous le savez, dans le monde des ayants droit et de la rétrostalgie, rien n'est jamais vraiment terminé et la Wi-Fi trouve toujours son chemin, si bien qu'en 2020, alors que tout le monde était effectivement confiné dans le cyberespace, Mitchell Leb, président de la musique et des bandes originales de Walt Disney Studios et pas super doué pour les imitations, il me semble, Mitchell Leb avait confirmé dans une interview qu'un troisième film Tron était bien de nouveau et activement en préparation chez Disney. Et tout s'est effectivement accéléré ces dernières années. Exit Joseph Kosinski, bienvenue Joachim Ronning à la réalisation avec ses déjà très moyens Maléfique en 2019 et La jeune fille à la mer de 2023. Exit les Daft Punk et bienvenue Nine Inch Nails pour la bande originale, ce qui est au moins aussi cool pour le coup, puisqu'il faut bien des bonnes nouvelles quand même. Exit aussi Olivia Wilde et Gareth Edlund du casting pour bien faire comprendre que ce Tron 3, ce Tron Ares sera bien une suite autonome du précédent. Et bienvenue à Greta Lee, à Evan Peters, à Hassan Minhaj, mais aussi et surtout, vous l'aurez vu, à Jared Leto, acteur des excellents films. Attendez, check sur ma liste. Acteur des excellents films. Non, je trouve pas. Jared Leto, acteur des films, donc producteur de ce Tron Ares dont il a poussé la production des années durant et qui incarnera dans ce nouveau film Ares un programme dernier cri envoyé du monde numérique vers le monde réel pour mener une mission dangereuse, d'où cette bande-annonce très bizarre avec l'incursion d'entités numériques dans le monde réel, avec sa mise en scène très calquée sur celle de films de kaiju à la Godzilla ou à la Cloverfield, soit changement de trogne pour Tron, les gens. Et ça, pour une franchise dont le sujet et les moyens de sa réalisation ont toujours eu tendance à se confondre, ça dit quelque chose, notamment parce qu'il faut rappeler que s'il y a bien un domaine où le Tron de 1982 avait été précurseur, c'était précisément sur sa représentation esthétique du cyberespace. Cyberespace comme métaphore pour désigner cet espace immatériel créé par les réseaux informatiques, en particulier Internet, est très corrélé à un imaginaire science-fictionnel désormais ultra référencé. Cyberespace du Tron de 1982, radicalement étranger, terre à défricher, dont la radicalité graphique du film se faisait le reflet de l'exotisme des technologies numériques, à l'époque pas encore entrées dans le quotidien du grand public, avec ses paysages géométriques, ses structures qui rappelaient des composants, ses circuits partout, ses véhicules issus de bornes d'arcade, son inhumanité à chaque coin de grille. Cyberespace du Tron de 2010, Tron l'héritage, différent, bien plus familier, refusant l'étrange et l'abstrait du premier film jusque dans les affiches du film avec son slogan « Ce n'est plus seulement un jeu », mais surtout avec ses désormais villes, ses rues, ses habitants, ses boîtes de nuit, ses immeubles, débordant même de l'écran si vous alliez voir le film en relief à l'époque. Bref, une évolution du cyberespace dans Tron et dans Tron l'héritage qui avait fait dire à Henri Desbois dans son article de Tron à Tron l'héritage, l'évolution d'un imaginaire des espaces virtuels, que je vous mets en description, que, je cite, cette certaine parenté visuelle entre le nouveau Tron et l'ancien, celui de 1982, établit une continuité superficielle entre les deux épisodes, alors que les changements sont plus révélateurs que les similitudes.
Sauf que tu t'es enflammé, Henri. En disant ça, il me semble qu'on manque en réalité le lien absolu des représentations du cyberespace dans Tron, le colonialisme, puisque, faut-il le redire, les gens, le cyberespace n'a jamais été un espace abstrait ou neutre. Celui-ci a toujours hérité d'une géographie idéologique, d'un langage, d'une infrastructure technique qui reproduisent les logiques d'appropriation, de contrôle, de hiérarchisation des savoirs et des corps. Quand Kevin Flynn, le personnage du Tron original, se fait numériser dans celui-ci, il arrive dans un monde qui, pour lui, représente une radicalité, un monde qui fait figure de terra nullius, cette terre qui n'appartient à personne et qui désignait notamment au XVIe siècle très concrètement un territoire qu'aucun pays européen n'avait encore revendiqué et qui revenait alors de droit au premier qui l'envahissait. Et c'est d'ailleurs tout le projet de Kevin Flynn, personnage blanc, américain, dont on apprend dans Tron l'héritage qu'il avait carrément travaillé à reformater ce monde vide, cette terra nullius, afin de créer un système numériquement parfait, quoi que ça veuille dire, sauf que, comme dans la vraie vie, les gens, la terra nullius de Tron n'existe pas. D'abord parce qu'on apprend que le cyberespace de Tron grouille en réalité de programmes sans statut politique et à qui n'est jamais reconnu une quelconque souveraineté, des programmes de plus en plus nombreux avec l'émergence d'algorithmes isomorphiques, des êtres vivants numériques dans Tron l'héritage, qu'un programme introduit par Kevin Flynn lui-même et qui symbolise avec lui toute la rationalité technocratique occidentale va chercher à éradiquer pour imposer une logique d'ordre, de pureté, d'optimisation. Oui, toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé est ressemblant. Mais ensuite, si la terra nullius est aussi fausse pour la question du cyberespace, c'est que celui-ci n'a jamais été réellement vide, libre ou égalitaire. Le cyberespace est structuré dès l'origine par des infrastructures physiques et économiques dominées notamment par les États-Unis, par des asymétries linguistiques et culturelles, par des régimes juridiques inégaux comme l'extraterritorialité du droit américain sur les données, etc., etc. Une matérialité du cyberespace bien planquée sous les discours techno-utopistes balbutiant dans les années 80 et courant dans les années 90 qui ont comparé Internet à un nouveau monde à conquérir, avec ce renvoi permanent et parfois encore un peu présent de nos jours à l'imaginaire de la conquête de l'Ouest avec son espace vierge, ouvert aux pionniers, avec ses promesses d'opportunités individuelles, désormais en soutien d'un projet néolibéral d'expansion sans entrave, puisqu'il a été et est encore bien plus simple d'effacer les structures de pouvoir existantes dans l'espace numérique, de justifier la captation privative de ressources comme une sorte de pionnérisme vertueux et de masquer les asymétries géopolitiques en faisant croire à un espace égalitaire et ouvert à tous et à toutes, avec cette perception d'un cyberespace éternellement nouveau, éternellement à défricher, postulant un progrès technologique sans limite, naturel à la croissance, un environnement post-pénurie, un discours du nouveau monde qui précisément ouvre Tron l'héritage. Alors que l'on apprend la disparition de Kevin Flynn, le film nous rappelle alors son rêve, je cite, le rêve d'une frontière numérique qui transformera la condition humaine, avec cet extrait d'un discours de Kevin qui s'emballe, je le cite là aussi, il s'agit d'un nouveau monde, il s'agit de notre avenir, il s'agit de notre destin. Et tout ça, les gens, est d'autant mieux servi que Tron l'héritage est bardé de stéréotypes coloniaux sur les peuples autochtones, notamment ces algorithmes isomorphiques, expression du mythe du bon sauvage, qui sont mystifiés, essentialisés, purs, en harmonie avec leur environnement. On les présente carrément comme des fleurs dans un désert, mais jamais vraiment individualisés, à part le personnage de Cora incarné par Olivia Wilde, elle-même exotisée, à la fois sage, enfantine, mais sexualisée, et qui joue clairement le rôle de la native qui guide le héros blanc vers une forme de vérité ou de salut, tout en étant elle-même sauvée au passage par l'extériorité, par l'extérieur, en l'occurrence le fils de Kevin Flynn. Et il est d'ailleurs tout à fait intéressant, il me semble, de noter que si Cora est bien l'objet du salut, elle n'est jamais le sujet de sa propre libération. Dans le film, c'est d'ailleurs Kevin, encore lui, qui lui transmet non seulement la lecture, mais aussi une forme d'humanisme classique, à la fois littéraire et philosophique. Non, vraiment, c'est trop là, c'est trop. Cora, qui va par ailleurs passer le film à risquer sa vie pour sauver celle de Sam, le fils de Kevin, et alors qu'elle est la dernière représentante de son espèce, mais écoutez, que voulez-vous, l'extinction plutôt qu'un pied cassé. Bref, ce faisant, Tron se fait plutôt fidèle relais du fait que notre cyberespace est par essence un espace de ségrégation algorithmique où les logiques de tri, de voisinage, de filtrage, d'enclosure reproduisent des structures raciales, des structures coloniales, des structures capitalistes, ce qui serait par ailleurs notamment allié à ce que des chercheurs et des chercheuses comme Mohamed Amer-Méziane ou Paola Ricoeur dénoncent comme la colonialité des données, à savoir la manière dont les données des utilisateurs du Sud global sont extraites, analysées, exploitées par les grandes plateformes du Nord dans un schéma qui rappelle l'exploitation coloniale des ressources naturelles. Bref, voilà pourquoi, même si le projet est très moche sur le papier, Jared Leto, sérieux, ce nouveau Tron 33, Tron Ares, en s'annonçant à la fois comme une petite
petite rupture esthétique et narrative avec un cyberespace désormais capable d'entrer en collision avec le monde réel pourrait marquer une petite bascule dans ses représentations. Est-ce que j'y crois ? Non, j'ai plus 5 ans et demi, évidemment que j'y crois pas, mais comme toujours, il sera très intéressant d'observer les tropes qui traverseront ce nouveau trône 15 ans après Trône l'héritage afin de voir ce que ceux-ci auront une fois de plus à nous raconter de notre monde. Est-ce qu'Ares va incarner une forme de capitalisme de plateforme ultra connecté, délocalisé, algorithmique, fragmenté qui s'est imposé dans le monde physique et travaille à optimiser les corps, à reconfigurer nos vies à l'image de sa logique propre? Est-ce que le film sera une nouvelle fois le pur relais de ce fantasme du cyberespace au profit de l'oubli de la structure de nos empires? Rendez-vous en salle le 8 octobre 2025 pour en avoir le cœur net, en espérant qu'au bout, les gens, celui-ci soit un peu plus que la façon dont se définissait Castor à l'entrée du club Terminus, un simple fournisseur de toutes sortes de divertissements et autres distractions. Je pense que Jésus est très probablement le Messie. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi penses-tu que c'est lui? Parce que j'en ai trop vu. Très bien, mais alors, pourquoi fais-tu cela? Je n'en ai pas assez vu, sans doute. Je dois te dire quelque chose. Je pense que Jésus est très probablement le Messie. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi penses-tu que c'est lui? Parce que j'en ai trop vu. Très bien, mais alors, pourquoi fais-tu cela? Je n'en ai pas vu assez, sans doute. Bah non, tu peux pas dire ça, tu viens de dire que t'en avais trop vu, du coup ça peut pas être les deux en même temps, ça n'a pas de sens. Écoute-toi quand tu parles un peu, Judas, écoute-toi un petit peu. Les gens, ça c'est un dialogue qui a probablement eu lieu entre Trinity et Morpheus à un moment donné du premier Matrix en 1999, ou entre Gabriel Attal et Aurore Berger dans les alcôves de l'Élysée il y a encore quelques mois, mais c'est surtout un dialogue mené par Judas, incarné par Luc Dimian, dans cette saison 5 de la série The Chosen, dont vous venez de voir ou d'entendre la bande-annonce, saison 5 de The Chosen, dont les 2 premiers épisodes ont été diffusés en France la semaine dernière dans un peu plus d'une centaine de salles de cinéma, rassemblant au passage près de 30 000 aficionados et marquant ainsi pour beaucoup le début de la Semaine Sainte. 30 000 personnes, les gens, autrement dit carrément un carton pour cette série The Chosen, réalisée et coécrite par le cinéaste Dallas Jenkins, dont la carrière est depuis des années exclusivement centrée sur les médias chrétiens, à tel point que le bonhomme avait fondé la Vertical Church Films à la Harvest Bible Chapel de Chicago en 2012, précisément pour produire des œuvres audiovisuelles chrétiennes, dont le court-métrage The Shepherd en 2017, qui avait servi par la suite d'épisodes pilotes à The Chosen. Bref, si vous avez peut-être déjà entendu parler de cette série, au-delà de sa narration singulière qui dépeint le long de plusieurs saisons la vie de Jésus à travers le regard de ceux qui l'auraient côtoyé, c'est sans doute du fait de ses modèles économiques et de ses méthodes de distribution, puisqu'il faut rappeler que The Chosen est l'un des rares projets audiovisuels à grand succès, entièrement produit en dehors des circuits traditionnels, son financement reposant sur un modèle atypique mêlant financement participatif, dons volontaires, investissement communautaire, porté par une forte mobilisation du public, un modèle atypique à succès, si bien est que la première saison de la série Les gens était devenue le financement participatif d'un projet audiovisuel le plus réussi de l'histoire à l'époque, avec ses quelques 16 000 participants et participantes qui avaient versé plus de 10 millions de dollars pour financer le tournage de la première saison en 2018. Rapidement, les modes de financement se sont complexifiés. Dès la saison 2, le modèle participatif s'est vu soutenu par des contributions prenant la forme d'investissement via la plateforme de streaming Angel Studio, anciennement VidAngel. Retenez bien ce nom, je vous en reparle dans quelques secondes, dans quelques minutes peut-être. Puis la saison 3 a vu également le développement d'une mécanique nommée Pay It Forward, permettant aux spectateurs et aux spectatrices, après avoir vu la série gratuitement via une application dédiée, de faire des dons. Il y a un modèle basé sur la gratitude et sur l'émotion qui a permis très rapidement d'engranger des dizaines de millions de dollars supplémentaires afin de financer les 7 saisons prévues pour le show, et financer plus encore, puisque par exemple des coûts de construction, de nouvelles installations de production sur un champ de 480 hectares appartenant à l'armée du salut ont été pris en charge directement par un petit groupe de fans de la série, ce à quoi il faut également ajouter le bénéfice de revenus secondaires, puisque si la série est visible gratuitement sur une application Chosen dédiée, celle-ci est aussi matable contre monnaie sonnante et trébuchante sur Amazon Prime ou sur Peacock selon les territoires, occasionnant ainsi les bénéfices des ventes de droits de diffusion, mais aussi en salle de cinéma pour certains épisodes spéciaux, comme pour ces fameux 2 premiers épisodes de la saison 5 de The Chosen, projetés en France la semaine dernière, et tout ça sans parler bien sûr des très nombreux produits dérivés multipliés plus vite que des pains, des livres, des vêtements, des DVD, qui ont fini au fil des années et qui finissent encore d'arrondir à les fins de production de la série.
Bref, une logique de financement communautaire qui combine foi, engagement direct du public, innovation économique, désintermédiation, ayant permis et permettant encore largement à la série de contourner les logiques éditoriales de studios et de plateformes. Et c'est vraiment très peu dire que le succès a été au rendez-vous. Quasi 300 millions de spectateurs et de spectatrices à travers le monde, les gens. Une traduction de la série en 50 langues différentes. Une distribution sous licence à des services vidéo comme Amazon et Peacock pour une série définitivement élue par celles et ceux qui la suivent assidûment. Un succès d'autant plus important qu'il s'inscrit tout en étant un incontestable moteur dans le boom des productions audiovisuelles chrétiennes de ces dernières années. Un boom largement appuyé par un contexte de saturation du marché du divertissement et d'effondrement du blockbuster moyen, où les producteurs travaillent à développer en réponse des segments idéologiquement captifs, des marchés identitaires fermés pour lesquels des groupes sociaux idéologiquement homogènes sont et seront prêts à payer, mais aussi un boom appuyé par des crises économiques successives, de guerres, de pandémies, d'inflation, qui ont généré pour beaucoup un climat d'insécurité existentielle et matérielle, appelant au retour en grâce de récits porteurs d'espérance, de rédemption, de lutte morale, voire de sacrifice. Un boom aussi porté par des coûts de production particulièrement faibles de ces productions audiovisuelles chrétiennes par essence, par l'absence de nécessité de s'offrir des célébrités hors de prix, par une base d'intéressés fortement installée, quelques 2,4 milliards de personnes se disant chrétiennes à travers le monde, mais aussi par un contexte politique favorable, puisque comme le rappelle le journal The Guardian dans son article de cette semaine justement au sujet de la série The Chosen, article que je vous mets bien sûr en description, le climat social général aux États-Unis est également de plus en plus propice à de la propagande chrétienne. Je cite l'article. J.D. Vance, vice-président des États-Unis, a récemment invoqué Thomas d'Aquin, un théologien italien, pour parler de politique d'immigration. Donald Trump a promu une Bible, Dieu bénisse les États-Unis, et des auteurs populaires comme Jordan Peterson publient désormais des best-sellers sur la foi. Donald Trump, par ailleurs, dont les 2 élections ont fait naître chez beaucoup de studios et chez beaucoup de producteurs à Hollywood l'espoir de nouveaux spectatorats, en plus de ceux des villes côtières, et correspondant davantage de fait à l'électorat Trump. Bref, un miracle de terreau favorable, capable de miraculeusement entraîner à leur tour des marges bénéficiaires, si bien est que sur les grandes plateformes de streaming, le catalogue religieux, les gens, écoutez ça bien, le catalogue religieux a doublé depuis 2022 et que les productions en interne, elles, ont septuplé depuis 2021 et tout le monde s'y est mis, autant des indépendants comme Angel Studio fondé en 2014 par les frères Mormon Harmon, que Lionsgate qui a récemment renouvelé son partenariat avec Kingdom Story Company, la société de production à l'origine de Jésus Révolution, que Netflix qui a conclu un accord pluriannuel avec le cinéaste Tyler Perry pour produire des films basés sur la foi, que Jason Blum, réalisateur de Paranormal Activity, qui avec Lionsgate justement a investi pour soutenir Wonder Project, un studio indépendant qui a levé plus de 75 millions de dollars pour produire des films et des séries religieuses pour Amazon Prime Video, dont House of David dont je vous parlais plus tôt, que Sony Pictures Entertainment avec sa division Affirm Films spécialisée dans les longs métrages d'inspiration religieuse, Affirm Films qui par ailleurs commercialise également ses films directement auprès des églises, auprès de leurs fidèles, qui placardent des affiches de ceux-ci à proximité des lieux de culte, voire collabore directement avec des pasteurs à travers le pays pour intégrer les thèmes des films dans les sermons du dimanche. C'est pas une blague les gens, une mécanique définitivement bien huilée, et le tout pour ses studios et ses producteurs pour des films et des séries pas toujours très fidèles au récit biblique, loin de là, mais dont le lion est dû structuré autour de valeurs dites chrétiennes et d'histoires manichéennes faciles à suivre. Bref, un succès total dont il faut rapidement préciser, il me semble qu'il est également un succès politique. Quand Jonathan Roumie, la désormais Jésus superstar, porté par le succès de The Chosen, est libre de faire un discours de 15 minutes lors de la marche contre l'avortement à Washington en 2023 aux côtés de plusieurs politiciens républicains, c'est politique, même si celui-ci déclara à propos de l'événement un petit peu plus tard « Ben non, c'est pas politique, c'était de la spiritualité ». Ah d'accord. Peut-être était-ce aussi de la spiritualité quand il a décidé d'aller donner une interview à Tucker Carlson, cet ancien présentateur de Fox, désormais pur fervent, trumpiste extrême droitier. Peut-être était-ce encore de la spiritualité lorsqu'il a signé le chèque pour donner son visage et sa voix à Hallow, une application de prière désormais très populaire dont les liens avec l'alt-right américaine ont été pieusement documentés. Mais au-delà de Jonathan Roumie, on pourrait peut-être aussi parler de Angel Studio dont je vous parlais plus tôt, initialement lancé sous le nom de VidAngel en 2014,
Son objectif initial était de censurer tous les contenus hollywoodiens destinés aux téléspectateurs et aux téléspectatrices chrétiens et chrétiennes en filtrant les scènes jugées offensantes. Et c'est après plusieurs plaintes pour violation de droits d'auteur que l'entreprise a décidé de se rebaptiser Angel Studio en 2021 et de bifurquer vers la production de son propre contenu audiovisuel chrétien en interne, mis à disposition sur sa propre plateforme de streaming ayant vocation à devenir le Netflix chrétien. C'est par ailleurs ce même Angel Studio qui était à l'origine du succès de Sound of Freedom, un thriller polémique tout claquax teinté de foi dont vous avez probablement entendu parler et qui se présentait comme une histoire vraie alors que non et qui avait tout cassé au box-office mondial en 2023, toujours via cette mécanique du paid forward où des personnes payaient pour que d'autres puissent voir le film en salle gratuitement. Un film porté à l'époque par Jim Caviezel, acteur dont bon nombre de collègues avaient relevé et relève encore la toxicité sur les plateaux, les penchants très marqués vers nombre de théories du complot QAnonienne et le loisir régulier d'imiter des leaders allemands des années 30. Jim Caviezel qu'on reverra par ailleurs dans La Passion du Christ 2 en tournage cet été et qui s'inscrit bien évidemment dans ce boom de production audiovisuelle chrétienne. La Passion du Christ 2, réalisé comme le premier par Mel Gibson, qui au-delà de ses diatribes antisémites, a été nommé en début d'année ambassadeur spécial à Hollywood par Donald Trump, dont il avait activement soutenu la campagne. Est-ce qu'il faut y voir là aussi les gens seulement de la spiritualité ? Je vous en laisse juge. Choisissez votre pilule. Et je pourrais vous parler aussi du film God's Not Dead de 2014, produit par Pureflix, autre grand acteur du cinéma chrétien américain. Film qui travaillait activement à faire avancer l'idée que les universités américaines étaient devenues des lieux d'endoctrinement anti-religieux, promouvant aussi l'idée d'un chrétien persécuté aux États-Unis. Ou je pourrais vous parler de Life Mark chez The Kendrick Brothers, film ouvertement anti-avortement, où dans certains cinémas on retrouvait carrément des affiches qui suggéraient aux spectateurs et aux spectatrices de rejoindre des groupes locaux de soutien aux femmes enceintes refusant l'avortement. Bref, c'est aussi ça le boom des productions audiovisuelles chrétiennes et mes avis que c'est pas pour tout de suite que ça va s'arrêter les gens et la parole se fit image et elle fut rentable. The Chosen saison 5 se sera diffusée sur Amazon Prime en juin avant une 6e saison consacrée à la crucifixion qui va nous clouer au sol, nous dit-on. Ils ne le disent pas tout à fait comme ça, mais vous aurez compris. Et on aura aussi des spin-offs de The Chosen, une série animée pour des enfants, une mini-série de Joseph et The Chosen in the Wild, une série de télé-réalité avec l'aventurier Bear Grylls, etc. Et c'est pas une blague. On va en manger du The Chosen et on va en manger de la production chrétienne réac dans les prochaines années. Vous pensiez en avoir déjà trop vu, les gens. Peut-être que c'est finalement Judas qui avait raison et que vous n'en aviez pas assez vu, finalement. Marathon is a team-based extraction shooter set around the mysterious and cutthroat world of Tau Ceti 4. You are a runner. Si vous aussi, vous aviez toujours rêvé de pouvoir incarner des cyborgs à la direction artistique inspirée de Cyndi Lauper, période Girls Just Want to Have Fun, alors vous n'êtes sans doute pas passé à côté cette semaine de la présentation en grande pompe du jeu vidéo Marathon, dont vous venez de voir quelques images de gameplay à l'instant si vous suivez l'émission en direct ou en VOD. Marathon, le nouveau grand projet de l'emblématique studio de développement de jeux vidéo Bungie, derrière ces cultes franchises de jeux vidéo que sont Myth, Halo et bien sûr juste avant ce marathon Destiny qui avait été lancé en septembre 2014 comme le premier projet de Bungie en tant que société indépendante après l'annonce de sa séparation de Microsoft en octobre 2007 pour des raisons créatives, économiques et stratégiques, notamment autour de la franchise Halo. Destiny, un succès absolument colossal, du haut de ses 500 millions de dollars de précommande et de vente le jour de sa sortie, qui en avait fait à l'époque tout simplement la franchise de jeux vidéo la plus lucrative au monde. Un succès qui avait permis à Bungie de sécuriser son aventure solo et d'envisager quelques années plus tard, avec la sortie d'un Destiny 2, l'embauche de nouveaux talents, l'ouverture de nouveaux studios. Bref, la grande success story. Une success story qui avait permis au studio d'être finalement acquis par Sony Interactive Entertainment en 2022 pour la colossale somme de 3,6 milliards de dollars. Bungie conservant alors une relative indépendance en matière de développement et d'édition et Sony bénéficiant en retour de toute l'expérience de studio sur le marché des jeux de service et sur les jeux dits free-to-play. Une acquisition d'autant plus profitable que sur les 3,6 milliards de dollars, Sony avait persisté et signé le menton haut qu'au moins un tiers servirait à inciter les employés de Bungie de l'époque à conserver leur poste.
Alors, certainement que Sony parlait des postes radio qu'ils avaient le droit de mettre dans leur carton de départ après avoir été mis à la porte, puisque Bungie, au-delà de ses franchises cultes, c'est aussi, et peut-être surtout ces dernières années, des vagues de licenciements et de restructuration à n'en plus finir. 100 travailleurs et travailleuses en octobre 2023 dans une vaste et vague mesure de rationalisation des coûts chez Sony, qui visiblement avait bien vite perdu le chemin des 1,2 milliard dédiés. 100 travailleurs et travailleuses sur 1200, rapidement rattrapés par 220 autres en juillet de l'année dernière, auxquels il a fallu rapidement ajouter un processus de transfert direct, d'absorption vers le haut, vers Sony de 155 autres, le tout permettant, nous disait à l'époque Pete Parsons, le PDG de Bungie, de, je cite, recentrer le studio et son activité avec des objectifs plus réalistes et des finances viables. Vous avez vu, à force de la dire, celle-là, on ne sait plus trop dans quel épisode, dans quel numéro de Soft Power on est. Pete Parsons, par ailleurs bien plus préoccupé visiblement par le développement de marge que par celle d'une culture de travail saine, le média IGN ayant rapporté en décembre 2021 une quasi-trentaine de témoignages de travailleurs et de travailleuses chez Bungie qui pointaient une culture du travail toxique, articulée autour de boys club, de sexisme, de crunch et d'agresseurs bien protégés par les ressources humaines. Est-ce que ça vous rappelle pas un autre studio de développement ? Comment ça vous en rappelle plein d'autres? Bref, vous comprenez à quel point la situation était en réalité tendue et encore tendue chez Bungie, et ce depuis des années. Et c'est dire à quel point la présentation de ce nouveau jeu Marathon était d'autant plus essentielle qu'elle sonne un peu comme la dernière chance donnée à un studio avant une possible et envisagée absorption de celui-ci dans les années à venir. Marathon donc, nouveau jeu Bungie, reboot d'une trilogie de jeux éponymes sortis dans les années 90, déjà développé à l'époque par le studio, et qui nous proposera désormais un extraction shooter, cette typologie de jeu de tir à la première personne très proche du Battle Royale. Extraction shooter, un genre de jeu souvent perçu comme tendu, exigeant, où les joueurs et joueuses se doivent de collecter des ressources dans des zones dangereuses avant de s'en extraire en vie, la mort impliquant le plus souvent la perte totale et définitive du butin, comme dans la vraie vie, absolument, vous suivez. Et c'est précisément ce que vous serez amené à faire dans Marathon, par équipe de 3 joueurs et joueuses, la mécanique joueur contre joueur étant au cœur de l'expérience de celui-ci, bien que le jeu propose aussi évidemment que vous puissiez jouer contre l'ordinateur. Je ne rentre pas dans les détails de ce qu'on a vu des mécaniques de jeu, mais sachez simplement que celui-ci disposera de 3 grandes maps à son lancement, dont une gigantesque permettant l'affrontement de 6 équipes de 3 joueurs et joueuses simultanés. Sachez aussi qu'une poignée de personnages, 6 pour être exact, seront disponibles jour 1, chacun et chacune avec leur capacité unique, influençant les dynamiques d'équipe et leur stratégie de jeu, auquel on peut ajouter la présence d'une barre d'endurance pour ces cyborgs qui fait de Marathon un jeu assez lent dans son déroulé par rapport à d'autres mastodontes survitaminés du genre, le tout soutenu par une direction artistique qui a beaucoup fait parler d'elle sur le web ces derniers jours, avec ses couleurs très vives et son orientation techno-orientaliste. Bon courage dans le lore du jeu pour justifier que ces personnages appelés des runners, censés extraire des choses le plus discrètement possible, on l'imagine, est pour modèle vestimentaire et colorimétrique Plastique Bertrand, mais soit, admettons. Personnellement, moi, c'est une direction artistique qui me parle totalement, a fortiori qu'il faut dire qu'il a été spectaculairement bien mis en scène dans l'incroyable cinématique réalisée par Alberto Mielgo, réalisateur et animateur oscarisé connu pour ses travaux sur Love, Death and Robots et Spider-Man Into the Spider-Verse, en collaboration avec les studios d'animation Pikmin TV, Illusorium et Agora Studio. C'est absolument sublime, et si vous ne l'avez pas vu, je vous urge de jeter un œil au lien que je vous ai mis en description. Incroyable. Alberto Mielgo, qui avait par ailleurs été récompensé aussi pour son travail sur la série animée Tron, tiens, tout est lié aujourd'hui dans Soft Power, et tout ce travail autour de la direction artistique de Marathon, tout ce travail de qualité autour de ce court-métrage d'animation présentant l'univers du jeu articulé autour de la planète Tau Ceti 4 en 2893, tout ce travail était d'autant plus absolument essentiel pour cette présentation qu'il était avant tout un évident moyen de générer de la hype autour du jeu et de son plan décennal, faisant quasiment oublier au passage l'absence lors de cette présentation d'un élément pourtant absolument central, le modèle économique. Un modèle économique précisément au cœur du game design de cette typologie de jeu, définissant à lui seul ce qu'un joueur peut perdre, gagner, acheter ou mériter, puisque lors de cette présentation de Marathon, pas une seule mention n'a été faite d'un quelconque prix ou d'un quelconque modèle économique pour l'avenir d'un jeu pourtant construit dès l'origine pour durer des années. Et si nombre d'analystes et de journalistes jeux vidéo ont pointé du doigt une forme de stratégie marketing cynique, d'un silence quasi honteux, rappelant fortement la présentation de la nouvelle console de Nintendo, la Nintendo Switch 2, présentée elle aussi en grande pompe il y a 2 semaines et tout
tout aussi muette sur les prix, il me semble qu'on aurait à y gagner de moins donner au cynisme, ce qu'on peut aussi analyser comme le symptôme d'un moment charnière du capitalisme vidéoludique qui mêle transformation des régimes de rente, financiarisation et réorganisation des rapports entre producteurs, consommateurs et plateformes, puisqu'il en est bien fini, les gens, de cette économie du jeu vidéo pré-2010 où celle-ci était encore majoritairement structurée autour de la vente d'un bien unitaire dont le prix était structurant de la relation entre joueurs et éditeurs, bien sûr, mais aussi de la façon dont on parlait de jeux vidéo à l'époque, par son rapport qualité-prix, par sa durée de vie, souvenez-vous, par son contenu. Oui, sauf que traversé par diverses crises structurelles ces dernières décennies, le pari à haut risque qu'est devenu la vente d'un jeu unique a mené ce capitalisme vidéoludique à entamer une mutation profonde, passant de la vente d'un produit à la captation d'une rente. Autrement dit, il ne s'agissait plus et il ne s'agit plus tant de vendre un bien unitaire que de créer des dispositifs d'accumulation de valeur à long terme. La captation d'une rente de plateforme, lorsque le jeu devient un écosystème, une infrastructure que les joueurs habitent, c'est Fortnite, c'est Roblox, c'est Destiny 2, bien sûr, tiens, c'est Call of Duty Warzone, c'est Genshin Impact, qui ne sont plus seulement des jeux mais des lieux numériques où l'on consomme, où l'on discute, où l'on performe. La captation aussi d'une rente de réseau, la valeur du jeu augmentant avec le nombre de ses joueurs, la captation d'une rente de données, les comportements des joueurs étant désormais analysés, optimisés, monétisés, la captation d'une rente d'attention, le temps de jeu devenant une ressource précieuse à capter et à retenir, et pour y répondre, la monétisation, une mécanique permanente intégrée à l'expérience, puisque dans ce nouveau régime, le prix cesse alors d'être un seuil d'entrée fixe, il devient une variable dynamique, souvent invisible, fractionnée, gamifiée. On parle ici de microtransactions, de battle pass saisonniers, de lootbox, de contenu cosmétique, mais aussi d'achat quality of life, de raccourcis, de boost d'expérience, etc., etc. Le prix étant alors distribué dans le temps, intégré à des boucles de gameplay, masqué derrière des modèles hybrides, dissolvant ainsi le coût dans l'affect, toutes ces mécaniques se renforçant et se réifiant entre elles, nous donnant ainsi l'impression que celles-ci sont toutes naturelles et légitimes, se croisant de fait en permanence dans l'interface et nous poussant peu à peu à les intérioriser comme une composante normale de l'expérience de jeu. Mécaniques qui s'inscrivent dans une variante vidéoludique de la grande tendance à la plateformisation de la production culturelle, illustrant que si les boutiques en ligne se gamifient avec le temps, les jeux les plus rentables, eux, sont désormais eux-mêmes de gigantesques boutiques, obscurcissant toujours davantage la consommation, en médiatisant celle-ci de telle façon qu'elle en devient presque invisible, participant toujours plus au passage des processus de fétichisation de la marchandise et masquant toujours davantage le travail et les conditions de travail de celles et ceux qui participent pourtant à leur remplissage. Souvenez-vous de ces témoignages de 2019 de développeurs et de développeuses de chez Epic Games qui déclaraient travailler jusqu'à 100 heures par semaine sur Fortnite pour constamment en développer le contenu pour les prochaines saisons et pour le Battle Pass, et ce pendant des mois. Quel plaisir. Et c'est dans ce cadre, les gens, que la silenciation du prix de Marathon lors de sa présentation n'était pas une erreur, pas plus qu'un silence honteux. Elle était et est la part de plus en plus indispensable de cette stratégie de glissement du prix à la rente qu'on observe depuis des années dans le jeu vidéo et dans d'autres industries culturelles par ailleurs, dans un contexte vidéoludique mondial où les jeux avec lootbox, les jeux avec monnaie numérique, avec Battle ou Even Pass constituent désormais la majorité des revenus de l'industrie du jeu vidéo, un régime d'opacité des modèles économique qui travaille à désymboliser l'acte de consommation. Le joueur n'achetant plus un jeu, il rejoint une communauté, il s'engage dans un monde persistant, il participe à un événement. C'est beau ça, il participe à un événement, un régime d'opacité en cohérence avec une économie de service où l'abonnement remplace la transaction, où le prix est désormais flou, modulable, soumis à des options, des paliers, des bonus, transformant toujours plus un rapport social d'extraction de valeur, d'enfermement sur une plateforme, de marchandisation du temps en un objet séduisant, mystifié et le plus possible cool. Et quoi de mieux pour coolifier tout ça, les gens, qu'une bien belle direction artistique, une séquence d'animation exceptionnelle, tout un tas de gens très superlateurs et surtout pas de mention à un quelconque modèle économique lors de la présentation de ce marathon, modèle économique de marathon à propos duquel on a tout de même eu quelques petites indiscrétions a posteriori grâce à des petites gens de chez GameSpot et d'autres médias qui sont allés tirer les verres du nez de Joe Zickler, le réalisateur du jeu. Et c'est absolument sans surprise, si vous m'avez suivi jusqu'au bout de cet édito, puisqu'on a appris que ce marathon serait un jeu payant à tarif légèrement réduit par rapport à la bien trop habituelle barre des 70-80 euros et bientôt 90 pour tout le monde. Merci Mario Kart World. Un tarif qu'on suppose pour marathon placé autour de 40 euros, comme d'autres jeux à la typologie proche, comme Helldivers 2, auquel il faudrait ajouter si et là le prix des Battle Pass et d'éventuels cosmétiques à venir dans le futur, comme Helldivers 2 d'ailleurs, dont le succès a beaucoup dû inspirer les cadres de chez Bungie. Un prix d'entrée à 30-40 euros, absolument pas
incompatible avec une logique de rente par ailleurs, hein, bien au contraire, celui-ci pouvant même servir de moment de consentement initial à une économie fragmentée toujours plus large. Bref, marathon comme celui qui est en train de courir l'industrie vers les rentes depuis des années, les gens. Le jeu sera disponible le 23 septembre 2025 sur PlayStation 5, sur Xbox Series X, S et sur PC. Et il faudra de bonnes chaussures pour le parcourir ensemble, les gens, même si ce sont jamais les joueurs qui tiennent la ligne d'arrivée, mais ceux qui balisent la route. Les silences complices, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, les silences complices. C'est des tais-toi complices. On fait taire. Les complices, ils sont actifs, ils sont bruyants, ils sont intimidants, ils sont culpabilisants. Les complices, c'est pas des gens, si vous voulez, qui voient une fille se faire agresser et qui font ça. C'est pas vrai. C'est qu'ensuite la personne qui te dit « Non, mais ne dis rien, ça va se retourner contre toi ». Ces quelques mots que vous venez d'entendre de l'actrice et réalisatrice Sarah Forestier ont trouvé un écho tout particulier la semaine dernière avec cet énorme rapport de 313 pages issu de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les violences sexuelles dans le monde de la culture. Un rapport de 313 pages, fruit de 6 mois d'audition au sein du 7e art, de l'audiovisuel et du spectacle français qui témoigne des omertas bien en place dans différents secteurs culturels, mais aussi de, je cite, les dysfonctionnements bel et bien systémiques au sens où l'organisation du travail, les pratiques professionnelles et les représentations qui les fondent favorisent l'apparition et le développement de pratiques violentes, des dysfonctionnements que les affaires MeToo prises individuellement n'auront pas permis à elles seules de pleinement révéler. La présidente de la commission, Sandrine Rousseau, parlant alors de MeToo en pointillé en France, des dysfonctionnements traversant le cinéma, l'audiovisuel, le spectacle vivant, la mode, la publicité, mais aussi les établissements de formation artistique qui, malgré leur diversité, partagent des mécanismes de fonctionnement similaires et des risques d'abus comparables, justifiant l'approche globale du rapport qui relève néanmoins plusieurs facteurs favorisant spécifiques à ces secteurs culturels, l'idéalisation de l'art, l'acte artistique étant souvent perçu comme sacré, hors du cadre professionnel, avec toute une vision alimentant la négation du droit du travail et favorisant plus encore des rapports de pouvoir plus déséquilibrés que dans d'autres secteurs, le mythe de la grande famille des artistes, renforçant les logiques de silence et de tolérance envers les abus, comparables à des violences intrafamiliales, les conditions de travail à risque par la précarité généralisée, la sexualisation des corps, les fortes hiérarchies, la culture du créateur tout-puissant, le mythe tenace du Pygmalion, et j'en passe. Le rapport prenant le temps également de poser toute l'histoire particulière de l'éloignement documenté des femmes et des fonctions créatives. Bref, une omerta plus que généralisée, notamment dans l'industrie cinématographique, dont le rapport pointe du doigt, entre autres, la responsabilité de nombre d'agents artistiques, ces interfaces entre les talents et les productions, qui ont participé et participent activement, selon de nombreux témoignages, de fermer toute possibilité de recours des victimes quand ils ne font pas partie eux-mêmes des abuseurs. Mais le rapport pointe aussi la responsabilité des castings, des critiques, des responsables de festivals, bref, de tous. C'est précisément ça qui fait système. Nombre de femmes ayant mis en place pour survivre dans ces milieux des systèmes de solidarité à bas bruit et de pratique d'évitement des agresseurs avérés ou potentiels, comme le précise le rapport, et ce, lorsque c'est possible, ce même rapport consacrant également une trentaine de pages à la question des mineurs dans ces secteurs, dans un contexte où, rappelé par un Mediapart, en 2023, 4270 enfants avaient été engagés dans une production cinématographique dans la seule région Île-de-France. Et les constats, les multiples témoignages, les affaires sont toutes plus à se taper la tête contre un mur que les précédentes. J'ai 15 ans. Sur le plateau, un des régisseurs, alors qu'on attend entre deux scènes, me dit « J'ai envie de te faire l'amour dans les fesses ». Il a 30 ans. Il a 30 ans, j'ai 15 ans. Bon, je suis choquée. Mais heureusement, un autre régisseur l'arrête immédiatement et lui dit « Non mais t'abuses là. Elle est trop jeune, t'abuses quoi ». Et ça s'est arrêté là. On est passé à autre chose et ça a été un non-événement. Sur cette scène, je devais me relever pour m'allonger sur l'homme et je dis au metteur en scène mais non, je vais pas faire ça parce que la caméra va se retrouver littéralement sur mon sexe. Je refuse ce plan. Je le signale à mon agent. J'exige que l'axe du lit soit changé. Il y a toute une équipe qui est témoin. Ce plan, non seulement est monté dans le film, mais a été dans la bande-annonce. Abuser d'une mineure, ce n'est pas une question de vie privée, ce n'est pas une affaire de morale. C'est un problème légal.
des dizaines de témoignages comme ça. Je vous invite à lire le rapport en entier. Il y a beaucoup de choses dedans et on y reviendra sans aucun doute dans de futures émissions de Soft Power. Un rapport remarquable, il faut le dire, même si certains se sont bien vite empressés de le jeter à la poubelle, avides de défendre le statu quo au simple prétexte que la présidente de la commission ne leur revenait pas. Pas drôle de sens des priorités, les gens, pour un rapport qui fait pourtant au final 86 recommandations pour, je cite, offrir un monde plus sûr aux professionnels de ces secteurs. 86 recommandations parmi lesquelles celle de poser le principe d'une interdiction de la sexualisation des mineurs à l'écran, notamment lorsqu'ils sont montrés en sous-vêtements, sous certaines exceptions bien sûr, celle de rendre obligatoire la présence d'un coordinateur d'intimité pour tout mineur dès lors qu'il existe une mise en scène de l'intimité, celle de réglementer les castings en imposant que ceux-ci soient tenus dans des locaux professionnels et encadrés par 2 personnes au moins, casting durant lesquels le rapport recommande d'interdire de demander aux comédiens de se dénuder et de leur faire réaliser des essais sur la base de scènes d'intimité ou un caractère sexuel. C'est fou quoi, à moins qu'un coordinateur d'intimité n'assiste à l'essai, le rapport recommandant également d'encadrer les scènes d'intimité en imposant des clauses obligatoires, précises et détaillées dans les contrats des interprètes et de donner obligatoirement aux talents un droit de regard sur le montage des scènes faisant apparaître leur partie intime et prévoir une médiation du CNC en cas de désaccord. Bref, tout un tas de recommandations absolument salutaires dont bien évidemment personne n'imagine qu'elles vont à elles seules mettre un terme au dysfonctionnement systémique, ça va de soi, mais qui pourront, il me semble, si elles sont toutes mises en place, engager une dynamique qui pourrait à terme y conduire. La commission d'enquête estimant que, je cite, « Nul ne pourra dire qu'il ne savait pas, nul ne pourra refuser d'aller de l'avant et d'agir après la publication de ce rapport ». 85 auditions, 120 heures de discussion avec 350 professionnels et des centaines de témoignages reçus pendant des mois qui appelle à un changement radical dans les industries culturelles. Voilà l'état de ce rapport, les gens. Le chantier est titanesque. Une proposition de loi transpartisane est d'ores et déjà en cours de préparation, mais le temps presse. Ce pourquoi il faut commencer le plus vite possible. Et pourquoi pas, les gens, pourquoi pas, dès le mois prochain à Cannes. Tiens. Invite le Festival de Cannes qui va commencer là demain, je crois. Je l'invite à faire monter ce rapport, à ce que ce rapport monte les marches du Festival de Cannes, prenne le tapis rouge et soit entendu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un rapport structurant. Je rappelle qu'on a eu 350 personnes auditionnées, qu'on a passé 6 mois, qu'on a fait vraiment, on a énormément travaillé sur ce rapport. Ce que nous mettons dedans est révélateur de l'ensemble du milieu culturel. Et donc, je voudrais que nous l'entendions. Je voudrais que le Festival de Cannes l'entende. Je voudrais qu'il y ait un message fort qui soit passé. Je sais que Juliette Binoche est présidente de ce Festival de Cannes. Juliette Binoche, si vous m'entendez, vraiment, s'il vous plaît, dites un mot, parce que de votre mot peut dépendre beaucoup de la vie et de la carrière de beaucoup. Bref, un rapport incontournable, vous l'aurez compris, dans lequel je vous invite vivement à vous plonger avec le lien en description et dont on suivra les répercussions, bien sûr, dans l'émission, dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir, en souhaitant et en travaillant pour que ces mots de Judith Godrèche le soir des Césars 2024 trouvent un chemin concret. Je la cite, « Depuis quelque temps, la parole se délie, l'image de nos pères idéalisés s'écorche, le pouvoir semble presque tangué. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face ?» Drivers, start your engines. Welcome to Mario Kart World, available exclusively on Nintendo Switch 2. What kind of races await you? Et si on parlait un petit peu de Mario Kart World cette semaine, puisque hier soir, Nintendo a tenu à présenter dans un événement en ligne entièrement dédié le futur très gros jeu de lancement, du lancement le 5 juin prochain de sa nouvelle console de jeu, la Nintendo Switch 2, Mario Kart World. Mario Kart World, 9e jeu de la série de jeux vidéo de course Mario Kart lancé en 1992 avec Super Mario Kart sur Nintendo. Souvenez-vous, clairement, moi ça ne me rajeunit pas. Mario Kart, une série de jeux au succès critique, mais surtout ces dernières années au succès commercial complètement fou. Plus de 60 millions de jeux vendus pour le précédent Mario Kart 8, plus de 37 millions pour Mario Kart Wii, plus de 23 pour Mario Kart DS. Tout est absolument énorme, d'où le fait d'avoir choisi ce 9e opus qu'est Mario Kart World pour servir d'ambassadeur à la nouvelle Nintendo Switch et accessoirement pour servir de cheval de Troie à de nouvelles pratiques tarifaires chez Nintendo et chez plus de monde à l'avenir, personne n'en doute, puisque le jeu sera disponible pour la
pas du tout modique somme de 90 € en version physique et 80 € en dématérialisé. Mario Kart World donc, dont l'événement d'hier soir nous en a beaucoup présenté. Très rapidement, bien sûr, parce que je vous renvoie au vrai matinal jeu vidéo pour entrer dans le détail. Ce Mario Kart World sera donc bien, comme son nom l'indique, un simili monde ouvert où l'on pourra rouler entre les circuits désormais tous interconnectés, circuits qui seront composés d'anciennes grandes gloires de la franchise Mario Kart, mais aussi de nouveaux comme le très métropolitain Trophéopolis, l'Aquatic City Fleur de Sel ou encore le bien glissant pic de l'Observatoire qui permettront aux joueurs et aux joueuses de concourir dans différents modes de jeu, dont le mode survie qui a l'air très très cool, où à chaque étape de la course, le nombre de participants et de participantes est réduit pour qu'il ne reste que les meilleurs d'entre nous. Et qui dit Mario Kart dit aussi objet, parmi lesquels de nouveau la carapace à pièces, qu'on appellera ici désormais la carapace bourgeoise, qui dépose des pièces à récupérer sur son chemin, la fleur de glace qui permet de geler les adversaires, les marteaux qu'on peut envoyer devant soi et qui restent un court temps fixé au terrain, etc., etc. Bref, je ne m'étends pas, de nouvelles mécaniques, de nouveaux circuits, de nouveaux personnages, de nouveaux objets et les promesses d'un contenu important et de plus en plus important au fil des mois et des années à venir qui font de ce Mario Kart World le prétendant idéal au jeu de lancement qui vous accompagnera tout le long de la vie de cette nouvelle machine de jeu, si le cœur et la bourse vous en disent. Et ce qui est toujours chouette avec un Mario Kart, les gens, c'est de se rendre compte que celui-ci est toujours autant un objet utile pour mieux comprendre notre monde et davantage encore avec ce Mario Kart World, en ce que la réalité sociale quotidienne dans laquelle nous vivons a beaucoup à voir avec un jeu auquel nous participons collectivement, parfois en collaboration et dans notre mode de production actuel, souvent en compétition, société à laquelle nous participons sur plusieurs terrains de jeux différents, dans des espaces sociaux structurés par lesquels on apprend à reconnaître inconsciemment des règles, des régularités qui guident nos actions quotidiennes, des espaces contenant des dominants et des dominés où opèrent, comme le disait le sociologue Pierre Bourdieu en 1998, des relations d'inégalité constantes et permanentes, puisque si ce grand monde de Mario Kart World pourrait sembler aléatoire, il n'en est en réalité rien, en ce que ces différents terrains de jeu, ces différents circuits, ces différents champs sont conçus dès l'origine pour avantager certains pilotes. Peach, Mario, Bowser et désormais dans cette édition 2025 une vache, parce que pourquoi pas, dont les stratégies dépendront alors de leur position et de la manière dont ils perçoivent ces circuits, leur position influençant précisément leur point de vue et leur point de vue influençant leur stratégie. C'est ainsi que l'hyper-maniabilité de bébé Peach ou de Toad leur sera très utile pour mener à bien la route arc-en-ciel, mais moins pour des circuits rapides comme Autoroute Toad de Mario Kart 8. Par design, tous n'ont pas les mêmes chances de victoire, ni ne partent et n'arrivent au même point. L'identité de classe et le milieu social d'un individu ayant dans nos sociétés l'impact le plus fondamental sur cette chance, a fortiori que pour bien réussir dans Mario Kart World, comme dans les précédents Mario Kart, il faudra aussi pouvoir comprendre les règles et savoir comment jouer, d'où l'intérêt des tutoriaux et des modes d'entraînement. À ceci près que pour mieux comprendre nos sociétés précisément, il nous faut ici imaginer un Mario Kart dont les tutoriaux seraient modifiés et adaptés à la classe sociale du joueur ou de la joueuse. Des tutoriaux pour les ouvriers limités aux bases du jeu, à des fonctionnements généraux, à une vague présentation du mode survie, du mode Grand Prix, du mode contre-la-montre, etc. Des tutoriaux bien plus développés, notamment pour l'utilisation des items et pour apprendre comment éviter de perdre des pièces pour les classes bourgeoises. Des tutoriaux qui vont alimenter en nous une partie de notre guide interne, notre habitus, façonné ainsi par notre milieu social et par nos expériences, qui va participer d'organiser nos comportements, nos goûts en fonction de la classe et des groupes auxquels on appartient, influençant la façon dont on navigue à travers ces différents circuits du monde. Mais Mario Kart World, c'est aussi une aide à une meilleure compréhension de comment nos pratiques de consommation culturelle permettent l'accumulation de ressources physiques et imaginaires que le sociologue Pierre Bourdieu, encore et toujours lui, a catégorisé comme des formes de capital que vous connaissez, économique, social, culturel et symbolique. Le capital économique, ce sont les espèces, les investissements, les biens, les pièces que vous récupérez sur les différents circuits, désormais jusqu'à 20 pour ce Mario Kart World, des pièces qui offrent autant une légère protection supplémentaire contre les agressions qu'un boost accélérateur pour avancer un peu plus vite sur nos circuits, exactement comme dans la vraie vie. Le capital social, à savoir l'étendue et la diversité de nos connexions, de nos cercles sociaux, dans le cas de Mario Kart, le rapport aux forums en ligne, aux communautés de vidéos YouTube, aux compétitions qui sont formatrices, elles aussi, etc., etc. Le capital
culturel, type de connaissances et d'expertise spécifiques dans certains domaines. C'est ce capital qui vous permet de savoir quand lancer exactement vos marteaux, vos carapaces vertes, vos fers de glace et quand enfin lancer cette satanée carapace bleue. Et c'est bien souvent le cumul de ces trois capitaux qui attribuera un certain niveau d'autorité et de prestige, de capital symbolique. Bourdieu soulignant que les hiérarchies sociales influencées par les capitaux et les classes persistent en ce que nous percevons toujours ceux d'en haut comme méritant leur statut. Notre habitus, lié à notre origine sociale, nous poussant inconsciemment à rester dans la position sociale où nous sommes nés, renforçant ainsi ces hiérarchies. Et il est d'ailleurs tout à fait intéressant de constater que si vous jouez seul contre des ordinateurs dans différents Mario Kart, le classement des autres pilotes que vous est tendanciellement prévisible, en ce que si tous les personnages existent dans le roster, certains sont programmés pour ne jamais sortir de la périphérie. Et je pourrais vous parler aussi de l'illusion de liberté du mode balade de ce Mario Kart World pour se promener dans ce nouveau monde ouvert de cartes, ou le fait d'interpréter les signes pour trouver des panneaux cachés et des bonus, mais en avant un certain capital culturel vidéoludique, notamment de celles et ceux qui connaissent le langage du jeu vidéo et plus précisément des jeux Nintendo. On pourrait parler aussi de la mécanique du rembobinage qui vous permet de revenir en arrière si vous faites une bourde dans ce Mario Kart World, mais qui ne fiche pas le temps pour les autres. Représentation idéalisée, s'il en est, d'une fausse seconde chance qu'il faudra là aussi utiliser à bon escient ou au bon moment. Comme le nouvel objet Kamek, par ailleurs, Kamek, ce magicien qui viendra transformer les autres joueurs en on ne sait pas quoi, symbolisant là encore un pouvoir à la fois magique et arbitraire, celui des institutions, de la loi, du discours dominant. Bref, on peut faire dire beaucoup de choses à ce Mario Kart World pour tenter de comprendre notre monde, comme j'ai essayé de vous le transmettre un peu avec cet édito grâce à ma lecture de ce très intéressant article de Carl Johnson. Choisissez votre pilote, comment Super Mario Kart explique la sociologie bourdeusienne, et donc je vous recommande la lecture du livre carrément qu'il contient, Déverrouiller la théorie sociale avec la culture populaire. Super intéressant et bien sûr référence en description. Mario Kart World, ce sera le 5 juin prochain sur Nintendo Switch 2 exclusivement, en attendant déjà de pied ferme sa suite et qui devrait tout logiquement et tout légitimement être nommé Mario Kart Max. It's not like drugs, it's not like crack, but it is an addiction. Horizontal doit être entendu le 14 mai prochain pour la commission d'enquête dans le cadre de l'affaire Betaram. Vous l'avez les gens, vous l'avez absolument. Bayrou, B-A-Y-R-O-U-D-E accent aigu M-I-S-S-I-O-N, Bayrou, puisque vous l'aurez compris aujourd'hui pour cette rubrique rétro, on va parler mots croisés, ce jeu de lettres dont le but est de trouver les mots d'une grille grâce à leur définition, que ce soit en ligne ou en colonne. Et oui, vous aurez appris grâce à Softpower ce que sont les mots croisés absolument. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que le 18 avril 1924 marquait la consécration de ce jeu de lettres désormais connu dans le monde entier avec la publication par deux étudiants d'Harvard, Dick Simon et Max Schuster, d'un livre uniquement rempli de ces fameuses grilles de mots croisés, et ce quelques années après l'invention des cases noires par le journaliste anglais émigré outre-Atlantique Arthur Wynne, qui en 1913 publiait quant à lui sa première grille dans le supplément du New York World, le Fun. Et ce Fun, les gens, c'est peu de dire que des millions de personnes à travers le monde l'auront vécu et le vivent encore chaque jour au contact des mots croisés. Excusez du peu, des applications de mots croisés comme le New York Times Crossword, Wordscape ou Croisé Plus en France qui cartonnent, le marché mondial des jeux de réflexion papier dont les mots croisés et le Sudoku en tête de gondole ayant été estimés en 2020 à plusieurs centaines de millions de dollars, surtout portés par les ventes de magazines spécialisés et les applis mobiles. Le New York Times Crossword, l'un des mots croisés les plus célèbres en anglais, comptait lui plus de 1 million d'abonnés payants en 2023 et plus de 10 millions de joueurs et de joueuses quotidiens. On estime par ailleurs que plus de 50 millions d'Américains font régulièrement des mots croisés, qu'en France, selon une étude de GFK de 2017, c'est 1 adulte sur 3 qui s'adonne régulièrement à des jeux de réflexion, majoritairement des mots croisés ou du Sudoku. En Allemagne, c'est 1 adulte sur 5 qui en fait chaque semaine. Et même au Japon, où les communautés sont beaucoup plus restreintes et la langue écrite moins propice au format classique du mot croisé, ce dernier est en progression constante et s'intègre plus généralement à la hausse du marché des puzzles au Japon, estimé à 146,56 millions de dollars. Et s'il faut préciser évidemment le succès énorme de ce jeu de
l'être, il faut aussi rappeler tout de suite, il me semble, que loin d'être une activité solitaire, les mots croisés impliquent en réalité des processus institutionnels et des valeurs partagées. Il doit être compris comme un objet culturel à part entière et analysé comme tel. C'est ainsi que les mots croisés ont été un élément différenciant fondamental dans les guerres d'audience des années 20 aux États-Unis entre les journaux qui en proposaient et ceux qui n'en proposaient pas encore. C'est ainsi que les mots croisés ont infusé et infusent toujours, et également l'éthique du journal qui les propose, la nature plus libérale des mots croisés d'un journal comme le Guardian, contrastant avec le conservatisme classique des mots croisés du Telegraph ou du Times, dont les mots croisés supposent régulièrement une familiarité avec les codes de l'élite britannique, du Chess, House of Lords, Harrow, etc. Mots croisés qui sont aussi un outil de monétisation supplémentaire de ces médias qui se sont offerts ces dernières années, pour la plupart d'entre eux, des versions en ligne nécessitant un abonnement, ainsi qu'un numéro de hotline payant pour fournir des indices. Ces mots croisés qui sont aussi une industrie qui implique non seulement des créateurs, mais aussi un large réseau de travailleurs et travailleuses, des éditeurs, des consultants en puzzle, des employés de services médiatiques qui agissent comme intermédiaires entre les producteurs de puzzle et les éditeurs. Mais ces mots croisés sont aussi des exemples typiques de processus de standardisation et de rationalisation, comme le rappelle Olivia Swift dans son intéressante étude « Le puzzle du peuple, les mots croisés et la politique du savoir », que je vous mets bien sûr en description là aussi, des processus de standardisation et de rationalisation avec leur conception ordonnée, leur nature sans ambiguïté, perpétuant en eux-mêmes l'idée qu'il existe des solutions à tout problème, alimentant le culte des faits et sous-entendant que mots et choses ne font qu'un, des processus de standardisation et de rationalisation qui limitent le savoir que l'on pourrait s'imaginer acquérir avec des mots croisés pour confiner en réalité ces derniers à du vocabulaire de cruciverbistes souvent figé et répétitif, renforçant au passage l'idée que le savoir est quelque chose de fermé, de codé, de réservé à ceux qui en ont les clés, qui se trouvent sociologiquement, pour les auteurs de mots croisés, être encore majoritairement des hommes blancs de classe moyenne, disposant d'un important capital culturel et ayant un rapport très scolaire et académique à la langue, ce qui fait d'autant plus sens que le développement de ces mots croisés au début du XXe s'inscrivait dans une tradition britannique élitiste, érudite, profondément marquée par les codes de la culture dominante, les mots croisés d'aujourd'hui véhiculant encore le plus souvent les normes, les références et l'humour d'un monde largement anglo-centré, mais qui se présente comme neutre et universel. C'est tout le principe de la colonialité du savoir, des processus de standardisation et de rationalisation qui tendanciellement vont ainsi venir favoriser le maintien d'un certain ordre, d'un certain statu quo social, faisant de ces mots croisés des vecteurs de reproduction culturelle, même s'il me semble qu'il faut également tout de suite tempérer ceci en rappelant que les mots croisés peuvent aussi, ci et là, révéler une certaine forme de résistance, une certaine créativité, une certaine interaction active entre producteurs et pratiquants dans des espaces où ces derniers contestent parfois la validité des définitions, voire leur légitimité. Lorsqu'en 2019, le New York Times avait inclus une insulte raciale désignant une personne d'origine mexicaine dans l'une de ses grilles, il s'était fait avoiner par la terre entière par la suite. Des espaces où celles et ceux qui cherchent à les remplir travaillent également à détecter des doubles sens, voire même proposent des alternatives. C'est le collectif Queer Crossword qui propose des grilles créées par des auteurs LGBT avec des références à la pop culture queer, au drag, à la lutte pour les droits civiques. C'est The Incubator, un projet féministe fondé par des femmes créatrices de mots croisés qui publie exclusivement des grilles créées par des femmes ou des personnes non binaires afin de diversifier le contenu mais aussi les structures d'accès. C'est en France des petites communautés qui travaillent à déjouer les codes classiques avec des mots croisés humoristiques, des mots croisés politiques, des mots croisés engagés ou même des mots croisés dialectaux en occitan, en breton, en créole. Bref, les mots croisés sont comme tout objet culturel un terrain où se jouent des rapports de pouvoir impliquant un système de valeurs et de savoir. Autrement dit, les gens verticales, influencer le monde par la culture et sans jamais évoquer les tanks, absolument vous l'avez, soft power. Pensez-y la prochaine fois que vous plancherez sur votre prochaine grille les gens. Mais avant ça, je vous propose tranquillement de passer sans transition aucune au bref de la semaine. Look at me. Positive for Howard Marks. I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks and Donald Dubin. Vous êtes en état d'arrestation pour le futur meurtre de Sarah Marks, célèbre citation extraite de Minority Report dont vous venez de voir ou d'entendre quelques images à l'instant. Ce film de Steven Spielberg de 2002 dans lequel on suivait le destin de Tom Cruise, chef du pré-crime, un service de police spécialisé dans l'appréhension des criminels avant que ceux-ci aient commis leur crime en mode « ce sera pas moi, votre honneur », mais les gens
parce que le monde entier a visiblement décidé de prendre toute œuvre de science-fiction pour une marche à suivre obligatoirement sous peine d'exploser dans la seconde. Le Guardian a rapporté la semaine dernière que le ministère britannique de la Justice avait développé un algorithme destiné à identifier les personnes susceptibles de devenir de futurs tueurs ou de futures tueuses. Un outil bâti sur des données provenant des forces de police britanniques, incluant potentiellement des victimes, des témoins et des suspects. J'aimerais bien vous dire que c'est surréaliste, mais c'est là. Et bien évidemment, il a fallu l'initiative et le travail d'indépendants comme le groupe de pression State Watch pour que tout ça soit révélé au grand jour. State Watch qui a mis les mains dans le cambouis, et c'est encore plus catastrophique que ce que vous imaginez les gens, puisque le groupe affirme que des données de personnes sans aucune condamnation sont utilisées dans le cadre du projet, notamment des personnes dont les informations personnelles relèvent des actes d'automutilation, des problèmes de santé mentale, des addictions, des handicaps. Le ministère de la Justice, dans un grand élan de dédouanement, a souligné que tout ça avait été mis en place uniquement à des fins de recherche. D'accord ? Et si ça l'est plus... Bref, une news qui fait pas bien sourire et qui s'ajoute à toute une série de critiques déjà faites à l'utilisation d'outils d'IA par les forces de l'ordre pour la rédaction de rapports de police, des systèmes comme Draft One ayant inventé de nombreux faits et reflétant régulièrement des biais existants, pour détecter et localiser les détonations d'armes à feu en temps réel avec des technologies comme ShotSpotter qui ont amené à certaines inculpations sur des bases bien peu fiables, etc. etc. Ce serait pas mal, comme le précise Angry Wife dans le chat, que tout le monde se regarde collectivement Minority Report et cette fois aille jusqu'au bout. Bref, les gens influenceurs aussi cette semaine, puisqu'un nouveau rapport de Collabster que je vous mets en description, un rapport sur les collaborations et autres campagnes marketing d'influenceurs sponsorisées, montre un net écart de rémunération entre les hommes et les femmes sur les plateformes vidéo. Préparez-vous, les femmes gagnant environ 32% de moins que les hommes, avec une petite mention pour Twitch quand même, où l'écart est moins important. Bravo au patron, bravo, félicitations, excellent. C'est toujours 27% de moins, toujours 27% de différence, c'est claqué. En cause, selon le rapport, la présence des hommes dans des niches plus rentables, la tech, la finance, une meilleure valorisation de leur contenu et possiblement une plus grande propension à négocier. Un rapport très pro-business, vous l'aurez compris. C'est pas dans celui-ci qu'on va entendre parler de structures de pouvoir qui font que les secteurs dominés par les femmes sont moins valorisés, ni le fait que les hommes sont perçus comme plus experts que les femmes dans certaines thématiques. Mais un rapport qui, indirectement, a le mérite de remettre un coup dans cette soi-disant horizontalité des plateformes de vidéo, autant entre créateurs et viewers qu'entre créateurs eux-mêmes. Plus d'informations en description. Cinéma, enfin, les gens, un Oscar pour célébrer le cinéma d'action. Ça, c'est ce qu'a officialisé l'Académie des Oscars vendredi dernier dans un communiqué officiel. Je le cite, les cascades ont toujours fait partie de la magie du cinéma. Elles font désormais partie des Oscars et on a failli attendre. L'Académie a créé un nouveau prix annuel pour la réalisation de cascades, un prix qui sera effectif à partir de la 100e cérémonie des Oscars en 2028, récompensant les films sortis en 2027. Enfin, diront celles et ceux dont Keanu Reeves et le réalisateur Chad Stahelski, par ailleurs, qui depuis des années appelaient publiquement l'organisme à créer cette catégorie pour remettre en avant tout un pan des travailleurs et des travailleuses de l'industrie masqués par les effets visuels et par les communications délétères autour des cascades de grandes stars. Tout ça n'est bien sûr que symbolique, mais en l'occurrence, les gens, ça compte. Et ce qui compte aussi, c'est que le 10 avril dernier, c'était aussi l'occasion pour le Parlement européen, la Commission européenne et les États membres d'enfin trouver un accord pour interdire à l'horizon 2030 les polluants éternels, les PFAS et les perturbateurs endocriniens dans les jouets. Ces premiers faisant de plus en plus l'objet de restrictions croissantes dans le monde pour les menaces qu'ils représentent autant pour l'environnement que pour la santé humaine. Pascal Canfin, député européen Renew, précisant au micro de France Info que ces substances peuvent se retrouver dans les jouets pour le bain, des jouets de plage, dans des anneaux de dentition, pénétrer dans les organismes des enfants par contact avec la bouche, avec la peau, par les voies respiratoires. Écoutez les gens, génial, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mieux vaut tard que jamais, cool qu'il faille encore attendre 4 ans. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur inventer des jouets imaginaires en attendant, on se met bien. Corée du Sud aussi, où Park Chan-wook et des cinéastes coréens demandent l'acquittement du réalisateur Jung Yong-suk après l'émeute au tribunal de Séoul. Petit rappel des faits, en janvier dernier, des manifestants d'extrême droite avaient fait irruption au tribunal du district ouest de Séoul pour protester contre l'arrestation du président de l'époque, Yoon Suk-yeol. Rappelez-vous de cette histoire rocambolesque à coups
coup d'État raté. Moment d'émeute que le réalisateur Jung Sung-hyuk, connu principalement pour ses documentaires, avait souhaité précisément couvrir sur place pour documenter ce qu'il considérait à raison être un moment de crise démocratique, ce qui lui a valu de se faire embarquer avec tout le monde pour être entré dans le palais de justice de nuit. En réponse, de nombreux cinéastes, mais aussi de nombreuses organisations comme le prestigieux Festival international du film de Busan ont récemment soutenu publiquement le réalisateur et appelé à sa libération. Une pétition de quelques milliers de signatures de ces organisations et personnalités ayant été déposée avant-hier auprès du tribunal de District Ouest de Séoul. On en est un petit peu là, en fait, on suivra ça dans Soft Power, a fortiori les gens, que pendant ce temps-là, la production audiovisuelle sud-coréenne va très bien, très bien, puisqu'un rapport d'Ampere Analysis, compilé à partir des données de visionnage autodéclarées de Netflix, a révélé que 17% des 500 émissions et films non américains les plus populaires sur les plateformes de streaming étaient sud-coréens. Autrement dit, la Corée du Sud est désormais deuxième en origine de contenus internationaux les plus consommés sur Netflix, juste derrière les productions américaines et désormais devant les productions britanniques et japonaises, dans un contexte où il faut rappeler que Netflix a engagé pas moins de 2,5 milliards de dollars dans le contenu sud-coréen de 2024 à 2028, autant pour la construction d'installations locales que pour l'établissement de vastes accords de licence et de distribution de contenu. Bref, la vague coréenne est très loin d'être finie, exactement comme Roblox par ailleurs, alors que là il faudrait, puisque un rapport paru cette semaine de Revealing Reality a révélé, c'est dans le nom, une nouvelle fois en réalité ce qu'on dit dans l'émission depuis des mois, à savoir des risques plus qu'inquiétants pour les enfants utilisant Roblox. Le rapport soulignant preuve à l'appui que des enfants dès l'âge de 5 ans peuvent se retrouver à communiquer avec des adultes en jouant sur la plateforme, qu'ils peuvent accéder très facilement à des environnements hautement suggestifs, qu'ils étaient régulièrement contraints d'entendre par les chats vocaux des propos sexuels, des bruits de succion, de grognements et tout ce que vous pouvez imaginer. Bref, je m'étale pas, je ne m'étale plus, on l'a déjà beaucoup fait ici, je vous renvoie aux anciens Soft Power et à ce rapport que je vous mets bien sûr là aussi en description. Et puis les gens, quelques brefs, très brefs pour le coup, puisque ces derniers jours ont été aussi l'occasion d'apprendre que sur le service de streaming musical Deezer, je rappelle basé en France, un bon 18% de tous les morceaux actuellement téléchargés sur la plateforme sont entièrement générés par intelligence artificielle. Excellent. Ça, c'est pour éviter les discours de « oui, mais dans 5 ans ». Non. Maintenant, on a appris également que selon une enquête menée par l'Independent Cinema Office britannique, un tiers des cinémas indépendants risquaient de fermer dans les 3 à 5 prochaines années si aucun investissement n'était fait. Vraiment, la traîne du monde culturel, les gens, en ce moment, c'est génial, au top. Vous me direz, c'est pas grave, les gens iront lire des livres à la place, puisqu'on a récemment eu une étude commandée au Centre national du livre en France qui révèle que désormais, moins d'un Français sur 2 lisent quotidiennement en 2025, sauf que faut-il encore qu'il y ait des livres, les gens, puisqu'on a appris également cette semaine que les bibliothécaires britanniques étaient de plus en plus sollicités pour retirer des livres, en particulier des livres LGBT, sous l'influence des groupes de pression américains à travers l'Atlantique. Je nous donne encore 6 mois, 1 an avant que la trend arrive également chez nous. Que de bonnes nouvelles sur Soft Power aujourd'hui, les gens. Non, allez, il y a des trucs cool aussi, comme ça, par exemple. Find her. Find her or I'll kill a fucking lot of you. Don't move. If you run, I'll catch you. We have to leave. They'll come and kill us. Tornado! Listen to your father. Ça, les gens, c'est Tornado, un film britannique justement, écrit et réalisé par John McLean, où l'on va suivre des grands coups de katana dans la tétasse donnée par la fille d'un marionnettiste japonais après que celle-ci se retrouve mêlée à des criminels lorsque les spectacles itinérants auxquels elle participe croisent le chemin d'un gang. Tornado, un film qui reprend le trope un peu absurde du samouraï comme pendant japonais du western, mais ça a l'air plutôt de bonne facture, l'ambiance est cool, les affiches sont magnifiques, je dois bien dire que ça me sauce pas mal, ce pourquoi je voulais vous partager mon commencement de hype. Ça sortira en salle le 23 mai prochain, c'est très rapide, et une semaine avant, vous aurez accès à ça. Miss me, asshole! Ça, c'est Love, Death and Robots, volume 4, la nouvelle saison de la désormais célèbre anthologie d'animation de Tim Miller pour Netflix, qui, depuis sa première diffusion en 2019, a remporté 13 Emmy Awards, une anthologie dont chaque épisode est produit par un studio d'animation différent. Tout est bien sûr
très inégal, c'est l'essence même de ce type d'anthologie, hein. Mais certains épisodes sont des claques suffisamment magistrales pour qu'on se doive d'y jeter un œil. C'était par ailleurs le cas pour l'épisode Jibaro de la saison 3, pour lequel Alberto Mielgo, dont je vous parlais plus tôt dans l'émission, à l'occasion de son travail pour Marathon, avait remporté l'Emmy Award, décerné par le jury de la meilleure réalisation individuelle en animation. Bref, ça risque d'avoir encore des trucs un peu fifous à nous montrer ou pas. En tout cas, ce sera le 15 mai 2025 sur Netflix. C'est dans un mois. Mais en attendant, je vous propose de tranquillement, mais de sûrement, partir vers les recommandations de cette semaine. 35 ans, les 3 plus grands acteurs du cinéma d'action américain se réunissaient pour lancer un restaurant qui allait marquer une génération. You want to have fun? Come join us at Planet Hollywood. I guarantee you won't be the same when it's all over. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas commencé les recommandations de la semaine par un petit documentaire et ça tombe bien puisque la semaine dernière, la décidément très qualitative chaîne Arthur Georges s'est intéressée à la naissance, à la vie et très probablement à la prochaine mort de Planet Hollywood, cette chaîne de restaurants à thème sur la vie du cinéma hollywoodien, lancée en très grande pompe en 1991 avec le soutien d'Arnold Schwarzenegger, de Sylvester Stallone, de Bruce Willis, de Jean-Claude Van Damme, de Whoopi Goldberg et j'en passe des dizaines. Planet Hollywood, un symbole à part entière des années 90 dont les rares restaurants encore ouverts en sont désormais un absurde héritage. Comment le projet s'est lancé, comment il s'est propagé à travers le monde et comment il est arrivé à son déclin. Autant de questions dont vous aurez les réponses dans ce mini-docu assez richement illustré, il faut le dire, dont personnellement j'ai pas vu le temps passer. Est-ce que les tests du mode x3 sur YouTube ont aidé? Possiblement. Mais c'est très clairement triplement validé, lien en description. Ce mode de vie propose soit une solitude bienvenue, soit un renfermement volontaire sur la cellule familiale. Et dans les cas les plus extrêmes, on retrouve même du contenu avec de l'extrémisme religieux, voire de la secte, et une esthétisation de rôles traditionnels féminins et masculins qui sont rigides et désuets. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du cottagecore, cette esthétique et ce mode de vie qui célèbre la simplicité rustique et la tranquillité de la vie rurale, avec ses vêtements vintage, la mise en valeur de pratiques de jardinage ou de pâtisserie, ses décors chaleureux, ses fleurs, sa nature. Le cottagecore, une tendance très populaire sur les réseaux sociaux, notamment pendant la pandémie, qu'on a souvent pu rattacher à des mouvements réactionnaires et aux tendances de tradwife sur les réseaux dont on a déjà parlé dans l'émission. C'est pourquoi il est intéressant que dimanche dernier, la chaîne Tentacule soit revenue sur l'esthétique cottagecore pour mieux la recontextualiser historiquement et lui prêter autant des possibilités conservatrices, voire réactionnaires, évidemment, que de résistance au mode de production capitaliste. Il me semble que ça force un petit peu, évidemment, mais ça manque pas d'intérêt, loin de là. Cottagecore, une esthétique problématique, c'est la deuxième recommandation de cette semaine sur Soft Power. Imaginez maintenant que vous n'ayez pas d'autre choix que de rester sur place et que tout au long de votre vie, on ne cesse de vous rappeler que vous n'êtes pas le bienvenu. Non seulement vous, mais aussi vos enfants nés sur place, ainsi que leurs propres enfants et les enfants de leurs enfants, etc. Écoutez, je ne sais pas trop par quel bout vous présenter cette recommandation, peut-être en vous présentant la chaîne, puisque les vidéos durent qu'une poignée de minutes. La chaîne, c'est Le Monde des Licornes, et dans des vidéos de moins de 4 minutes, cette voix off masculine nous présente sur des images toutes mignonnes et via des petites licornes qui bougent des concepts politiques, sociologiques, etc. Jugez vous-même des titres des vidéos, la haine du féminisme, la joie de travailler dans un bureau, ou encore la vidéo de la semaine dernière que je vous recommande aujourd'hui, le communautarisme. C'est court, c'est drôle, et mes avis que la chaîne devrait exploser dans les prochains mois, vu les vues déjà très importantes depuis sa reprise il y a un mois après 7 ans d'inactivité. C'est bien fait, c'est rapide, que voulez-vous de plus? Le lien, il est en description. Regardez-moi ça, 2 parties mélodiques distinctes, semblant se parler par synthétiseur interposé, et 2 tonalités parentes, la mineure et do mineur. On est à vol d'oiseau sur le clavier. Et pour bien finir les recommandations de la semaine, je vous propose de le faire en musique avec la dernière vidéo de la chaîne 440 Hz qui est sur la musique de jeux vidéo Céleste. Une bonne grosse vidéo d'1 heure qui parcourt le jeu en gardant constamment l'oreille sur l'incroyable bande originale de celui-ci. L'occasion de voir en détail le travail de la compositrice Lena Raine, toujours en jeu à la perfection, en se faisant le meilleur des guides possible pour celui-ci, dans ce qu'il montre à jouer que dans ce qu'il veut narrer. Et c'est quand même plus sympa de suivre tout ça avec quelqu'un qui sait, ou en tout cas qui a l'air de savoir, comme pour Soft Power évidemment, de quoi il parle, qui a l'air de savoir, j'ai dit, et ça tombe bien puisque c'est le cas de la chaîne 440 Hz qui lui a l'air de vraiment savoir. L'épisode sur la musique de Céleste, c'est la dernière recommandation de cette semaine sur Soft Power et c'était bien cool à mater. Et voilà, c'est la fin de ce 75e numéro de Soft Power. Vous pouvez bien sûr réécouter l'émission sur toutes les plateformes de podcast ou en VOD sur la chaîne YouTube Soft Power. Tous les liens, des articles, des vidéos, des recommandations dont je vous ai parlé tout le long de l'émission
en description. Comme toujours, je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui pour ce 75e numéro de Soft Power, votre matinale pop culture et politique préférée des principautés frontalières à l'exception de toutes les autres. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine matinale et en attendant, prenez soin de vous et regroupez-vous, ça tombe bien, c'est bientôt le 1er mai. Ciao.